Ok, très bien. Donc, on va pouvoir commencer. Et donc, ce qui est représenté ici, sur cette diapositive, c'est l'évolution de la surveillance telle qu'elle a été pratiquée à l'IHU, en pratique dans le laboratoire de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, qui fait le diagnostic des infections depuis 20 ans. Donc, avec la mise en place d'Epimic, dont je vais vous parler donc en 2002, donc on en est à 20 ans d'évolution de la surveillance. Et donc avec différents événements qui ont jalonné en fait cette surveillance, la mise en place du laboratoire Point of Care déjà en 2008, donc le déménagement du laboratoire de bactériologie de l'hôpital Nord à l'hôpital de la Timone, la mise en place de l'identification des bactéries par Malditov, ce qui est une révolution pour le diagnostic des infections bactériennes. Donc en 2012, la création de l'IHU Méditerranée Infection, avec notamment le CESPA qui nous a rejoints, et puis avec Hervé Chaudet qui nous a construit une plateforme qui était professionnelle pour la surveillance des infections, avec la mise en place de différents outils innovants. Et puis donc ensuite l'emménagement en 2017 dans le nouveau bâtiment de l'IHU Méditerranée Infection, et puis donc la pandémie de SARS-CoV-2 qui est arrivée en 2020, et puis plus récemment l'épidémie de monkeypox. Alors en fait, l'origine de cette surveillance telle qu'elle est pratiquée ici depuis 20 ans, c'est déjà fondé sur l'observation qu'il y avait des systèmes d'alarme qui pouvaient révéler des agents infectieux et des épidémies majeures, notamment le fait de compter les morts avec la mise en évidence de la maladie du légionnaire, et puis le compte de la consommation de la délivrance de médicaments qui a été un des éléments qui a permis de révéler l'épidémie de VIH. Et également, ça se fondait sur un rapport de mission de Didier Raoult de 2002-2003 qui recommandait la surveillance des événements anormaux et puis donc la surveillance par approche syndromique. Et donc ça a été notre feuille de route sur les 20 dernières années, d'abord au niveau du laboratoire et ensuite dans le cadre de l'expansion, dans le cadre du réseau PACASURV. Donc le principe, ça a été au niveau de notre laboratoire de pouvoir compter systématiquement tous les événements. Et tous les événements, c'était bien sûr les diagnostics positifs, c'est la surveillance conventionnelle, mais également on y a adjoint une surveillance de type syndromique, donc précédent avec des éléments qui précédaient le diagnostic des infections, donc tout ce qui concernait le compte des prélèvements cliniques et puis le compte des tests qui étaient réalisés pour tel ou tel diagnostic, et donc dans un contexte où on avait une approche par syndrome infectieux, donc on comptait le nombre de selles qui était un marqueur du nombre de diarrhées, un compte des prélèvements respiratoires qui était un marqueur d'infection de pneumonie ou d'infection respiratoire haute. Et donc ça s'est fait avec la mise en place d'alarmes automatiques par différents seuils, donc soit très simples, soit plus élaborés, mis en place par Hervé Chaudet, et puis de façon hebdomadaire, de manière à avoir une surveillance en temps réel qui permettait d'être le plus réactif possible. Donc la première mise en place, ça a été Epimic, qui était le seul outil jusqu'à 2013, et vous voyez que donc sur la première période de 10 ans, il y a environ 400 paramètres qui étaient suivis, et donc 38 catégories de prélèvements cliniques, 137 pathogènes, etc. Et vous voyez que pour des prélèvements comme les urines, on avait 1,5 million d'échantillons enregistrés, pour les hémocultures 1,5 million également, et puis un peu plus de 160 000 prélèvements respiratoires. Et là, donc on arrive à 20 ans de suivi maintenant, et on est à environ 1 million d'urines, 1 million d'hémocultures, et hors Covid, 342 000 prélèvements respiratoires. Alors le fait de suivre les échantillons, donc les prélèvements reçus au laboratoire, et pas seulement les diagnostics positifs, ça nous a permis d'avoir dans un certain nombre de cas des alarmes plus précoces, notamment sur la base du suivi hebdomadaire des prélèvements respiratoires ou des prélèvements de selles reçus au laboratoire, et aussi ça nous a permis de mettre en évidence des non-diagnostics, c'est-à-dire des prélèvements une incidence très importante des prélèvements reçus au laboratoire sur quelques semaines, avec parfois donc un diagnostic, par exemple là une augmentation du nombre de LCR reçus avec des diagnostics d'entérovirus, donc une épidémie d'entérovirus pendant l'été 2005, mais parfois en fait on avait une augmentation du nombre de prélèvements sans diagnostic retrouvé.
Et donc ça, c'est bien sûr très important de pouvoir le mettre en évidence. Alors ça nous a permis de mettre en évidence également des saisonnalités qui étaient connues, comme les épidémies respiratoires pendant la saison froide. Mais en fait, quand on regarde même les épidémies de grippe, il y a des variations importantes quand on regarde la semaine de l'émergence, les taux d'incidence des diagnostics positifs, les souches impliquées, grippe A ou grippe B, H3N2 ou H1N1, et donc la sévérité également des cas diagnostiqués. Et donc tout ça, ça traduit qu'en fait, on n'arrive pas à prédire même des choses que l'on croit bien connaître. Et quand on regarde d'autres prélèvements, d'autres virus respiratoires, comme les parainfluenza virus ou qui sont au nombre de 4, et puis les coronavirus endémiques hors SARS-CoV-2, on voit bien qu'ils ont des épidémiologies différentes. Et donc il y a beaucoup de méconnaissances finalement de ces viroses respiratoires. Donc par ailleurs, ça nous a permis de mettre en évidence des saisonnalités non connues, avec notamment, on avait mis en évidence une augmentation pendant la saison chaude des cas de bactériémie à Klebsiella pneumoniae, ce qui n'était pas décrit, ce qui n'était pas connu. Et donc en contactant 3 autres laboratoires dans le monde, on a pu mettre en évidence une même saisonnalité, et donc sauf en Australie où bien sûr la saison était inversée. Et par ailleurs, comme autre exemple, ce qui a pu être mis en évidence au niveau du laboratoire Point of Care, une association entre la présence d'infections invasives à Streptoa et puis des cas de grippe qui étaient des grippes B à l'époque. Donc on va reparler tout à l'heure brièvement des cas d'infection à Streptoa. Donc ça, c'était par la surveillance hebdomadaire de tous les diagnostics qui étaient réalisés au laboratoire Point of Care. Un autre exemple de l'intérêt de la surveillance en temps réel, c'était de mettre en évidence assez précocement les cas épidémique de Clostridium difficile au 27, et qui a été associé à une mortalité de 30%, ce qui a permis de mettre en place des mesures de dépistage spécifiques au laboratoire Point of Care, des mesures de contrôle des infections dans les services cliniques, et puis également la mise en place, notamment avec Jean-Christophe Lagier, de la greffe fécale pour améliorer le pronostic des patients. Alors en 2013, création de l'IHU, le CESPAL nous a rejoint, je vous le disais, et Hervé Chaudet, qui est expert dans la surveillance des infections, a permis de professionnaliser ce qui était à la base réalisé essentiellement en fichier Excel pour le suivi dont je vous ai parlé. Donc il a créé une plateforme extrêmement étendue à différents paramètres, qui a élargi l'exhaustivité de la surveillance, mis en place des alarmes automatiques avec des seuils bien plus pertinents, et donc a permis d'étendre la surveillance non seulement aux agents infectieux, mais également à la résistance aux antibiotiques. Alors la surveillance des agents infectieux a été étendue avec la mise en place d'une surveillance du top 8 ou 15 des échantillons cliniques reçus, du top 15 des microbes qui étaient isolés dans le laboratoire, des mises en évidence de camembert avec l'origine des souches isolées de manière hebdomadaire, des cartes permettant de mettre en évidence l'incidence de ces infections. Par ailleurs, mise en place avec Jean-Marc Rollin, pour le développement de la surveillance de la résistance aux antibiotiques, d'outils également spécifiques, avec un suivi automatisé de différents profils de résistance aux antibiotiques, pour différentes bactéries d'intérêt clinique particulièrement. Et vous voyez, en fait, sur ce travail qui avait été mené par Cédric Abbat à l'époque, on voit un exemple, sur une année environ, des alarmes qui ont pu être mises en évidence concernant l'augmentation de l'incidence de bactéries isolées, et puis également l'augmentation de la résistance aux antibiotiques pour certains pathogènes infectieux. Donc ça, Hervé Chaudet vous en reparlera tout à l'heure. Cette surveillance via une plateforme spécifique et repose sur un entrepôt de données, des outils qu'il a développés sur le plan informatique avec, vous voyez, un grand nombre de données cumulées. On est entré dans l'ère des big data, et il a développé des outils extrêmement innovants dont il vous reparlera, notamment sur la base de l'analyse des spectres Malditov dans la présentation suivante. Alors, je parle un petit peu également de la surveillance qui s'est mise en place
pour le SARS-CoV-2, qui a utilisé donc les outils d'Hervé Chaudet, mais également les outils in situ du laboratoire avec l'aide de Didier Stoupan, qui a permis de suivre en temps réel le nombre, et là on a passé un suivi quotidien du nombre de nouveaux diagnostics dans le laboratoire d'infection SARS-CoV-2, et puis ça nous a permis très précocement de mettre en évidence qu'il s'agissait d'une nouvelle maladie, qu'on ne pouvait pas faire forcément utiliser les données des autres infections respiratoires qui étaient connues jusqu'alors, puisque notamment on avait mis en évidence initialement qu'il n'y avait quasiment pas de cas chez les enfants, ce qui contrastait de façon très importante avec ce qui était observé pour toutes les autres viroses respiratoires. Et puis bien sûr, ça a permis de mettre en évidence très précocement, dès l'été 2020, des variants SARS-CoV-2 qui ont accompagné le développement de la pandémie, comme vous le savez. Alors donc par ailleurs, cette pandémie SARS-CoV-2 a eu un impact soit direct, soit indirect, notamment par les mesures qui ont été mises en place, le confinement, etc. Le port de masque, la distanciation sociale, a probablement eu un impact qui était variable sur les autres viroses respiratoires, mais clairement, on a vu une diminution très importante de l'incidence des cas de grippe pendant l'été, pendant l'hiver, de 2020-2021, et puis également en fait un décalage en fait de l'épidémie de VRS qui est apparu en fait pendant le printemps 2021, et on a eu très peu de cas pendant l'hiver 2020-2021. Donc, par ailleurs, notamment avec Céline Boski, on a réalisé l'étude des co-infections entre les différents virus respiratoires, qui sont des événements extrêmement fréquents, notamment dans la population pédiatrique, et donc qui posent des questions d'interaction entre ces différentes viroses respiratoires, mais également des co-infections entre le SARS-CoV-2 et puis d'autres agents infectieux, donc des agents bactériens notamment, ou des champignons microscopiques, et donc clairement, la pandémie SARS-CoV-2 a eu un impact, vous le voyez avec ces flèches rouges qui montent ou qui descendent, sur l'incidence des infections à différentes bactéries, relevées ici en haut au niveau des hémocultures, mais également en fait en bas au niveau de la résistance en fait des agents infectieux aux antibiotiques. Et puis plus récemment, ça a été l'objet d'un jeudi de l'IHU mi-décembre, l'épidémie de monkeypox virus, avec les diagnostics qu'on peut être réalisés via l'unité de crise en maladies infectieuses qui est dirigée par Bernard Lascola, où on peut être pris en charge les diagnostics de 673 patients avec 231 patients retrouvés positifs, et donc des génomes ont pu être réalisés et sont en cours d'analyse pour certains. Donc au total, ces différents outils qui ont été mis en place dans le temps ont conduit en 2013 à avoir cette structure avec différents outils qui permettaient de suivre les différents agents infectieux de manière la plus exhaustive possible, à un rythme hebdomadaire, et également en fait de surveiller la résistance aux antibiotiques fondée sur les données dans le laboratoire. Donc tout ça, ça déclenchait des alarmes, vous l'avez vu, et c'était évalué par les seniors lors de staffs, des staffs quotidiens, les staffs du matin, également un staff hebdomadaire qui a été mis en place le mardi matin à 8h, auquel participe maintenant notamment Michael Barthes pour l'ARS, et puis différentes collaborations qui se sont mises en place notamment au décours de la pandémie SARS-CoV-2, notamment avec Santé publique France pour le suivi des variants. Donc tout ça pouvait découler sur des investigations, générer un bulletin épidémiologique hebdomadaire, des signalements au CLIN, à l'ARS, à Santé publique France et éventuellement à la DGS, et également mise en place de mesures diagnostiques, de contrôle de prévention et de traitement. Alors ce qui s'est rajouté à partir de 2013, c'est la participation de différents laboratoires de biologie médicale qui réalisaient des analyses de microbiologie et de virologie clinique, donc au niveau de la région PACA. Et donc nous avons contacté différents laboratoires privés et publics, donc des laboratoires hospitaliers, des laboratoires privés également, souvent des gros groupements de laboratoires, de manière à leur proposer en fait de participer à ce réseau, à un réseau collaboratif
collaboratif où en fait on échangerait chaque semaine des données et donc ça conduirait à une rétro-information hebdomadaire. Donc chaque laboratoire reçoit bien sûr ces données analysées, mais également les données de l'ensemble des autres sites. Et donc on a travaillé donc sur la région PACA et donc à partir de 2019, on avait à peu près stabilisé, donc juste avant le Covid, on avait stabilisé la participation d'environ 300 sites de laboratoires de biologie médicale, donc ça représente à peu près la moitié des sites en région PACA. Vous voyez tous les groupements qui participent avec lesquels on échange des données chaque semaine, donc essentiellement sur les isolements de bactéries et de champignons microscopiques, mais également de plus en plus concernant des infections virales. Et vous voyez que l'ensemble des centres hospitaliers et des laboratoires, l'ensemble des centres hospitaliers au sein du GHT des Bouches-du-Rhône en fait participe à ce réseau PACASUR. Donc là, on a en fait un tableau de bord hebdomadaire. On voit les participations des laboratoires, donc l'acquisition des données que l'on a reçues, et en fait on produit notamment des cartographies. Donc ça, c'est Hervé Chaudet qui l'organise, tout cela informatiquement de manière à avoir des heatmaps avec chaque carré rouge représente une alarme, vous voyez, pour un laboratoire donné, pour un agent infectieux donné. Donc ça nous permet d'avoir une bonne idée au niveau de PACA de ce qui se passe en termes d'incidence et d'augmentation de l'incidence des agents infectieux. Donc voilà, c'est un exemple de rétro-information hebdomadaire qui est renvoyée à chaque laboratoire. Généralement, on renvoie sous forme codée à l'ensemble des laboratoires. Et donc on a différentes représentations des prélèvements et des nombres d'isolements microbiens réalisés pour chacun des laboratoires. Donc ça a conduit, donc là c'était une analyse qui a été faite, qui a été proposée à la RICAI, à arriver à août 2023, à 10 ans à peu près, août 2022, pardon, arriver à peu près à 10 ans de suivi épidémiologique, avec les données de 1 700 000 isolats bactériens au sein de ce réseau PACA, et donc avec 714 espèces bactériennes différentes qui ont été isolées au moins une fois, donc suivies chaque semaine, et puis avec 12 500 alarmes qui ont été obtenues. Vous voyez en fait l'augmentation cumulative avec un petit tassement au moment de la pandémie 2020 et seulement la moitié de l'année 2022 qui a été analysée, l'augmentation croissante du nombre d'isolats microbiens dont on dispose en termes informatiques en tout cas, dont on possède l'identification et puis un certain nombre d'informations épidémiologiques. Alors donc ça permet de générer vous voyez, des alarmes, et donc sur une période d'environ 10 ans, donc là on était à environ 9 ans, on avait regardé sur 32 semaines d'affilée, on a vu 3300 alarmes, et on avait essayé de caractériser quelles étaient les alarmes les plus fréquentes, et donc quelles étaient les bactéries les plus touchées, est-ce qu'il y avait des spécificités sur certains sites. On voit qu'on n'a pas, selon la zone géographique, exactement le même top 15 ou top 20 des incidences d'isolement microbien. Les bactéries ne sont pas exactement classées dans le même ordre. Et on arrive à recréer des réseaux type Cytoscape où on voit donc dans le cercle, on a en fait les isolats bactériens qui ont été obtenus par plusieurs laboratoires, et en fait à l'extérieur du cercle, on a sur les points rouges qui représentent les laboratoires, eh bien on a des espèces bactériennes qui ont été isolées spécifiquement au sein d'un laboratoire donné, et donc ça pose, c'est des informations intéressantes qui posent des questions en termes de spécificité. Est-ce qu'il s'agit de recoupements particuliers? Est-ce qu'il s'agit d'échantillons particuliers, davantage d'urine, davantage d'hémoculture? Est-ce que c'est la technique qui est utilisée? À un moment, il y a eu un switch de l'identification biochimique des bactéries au Malditoff, et est-ce que ça peut donc concerner des épidémies? Alors on a également des données du laboratoire CERBA, vous voyez, entre 2014 et 2019, sur 57 mois d'études. On avait donc 110 tests différents pour lesquels on disposait d'analyses, et donc pour 196 000 patients. Donc ça permet d'avoir une bonne capacité assez exhaustive, assez large, d'étudier en fait certaines infections. Également au niveau de centres hospitaliers, on peut récupérer grâce par exemple à l'équipe du centre hospitalier de Toulon et du centre
hospitalier de Nice, on récupère des données syndromiques, donc notamment concernant les infections respiratoires, les gastro-entérites, les hépatites, et donc avec notamment des données concernant les infections virales. Quand on veut regarder, ça c'est Jean-Marc Rollin qui a supervisé ce travail, quels sont les profils de résistance aux antibiotiques, est-ce qu'il y a une évolution de ces profils de résistance aux antibiotiques, on peut grâce aux données de différents laboratoires de ce réseau Pacasurbe, eh bien, avoir une analyse sur un peu plus de 1 demi-million d'isolats bactériens, ce qui permet encore une fois d'avoir des données relativement robustes et relativement représentatives de la région sur plusieurs années. Voilà, donc tout ça fait l'objet d'un bulletin épidémiologique hebdomadaire qui a un petit peu changé dans son format au fil du temps. Ça génère des communications, des publications. Vous avez vu que cette année, on avait pu faire à la RICAI 9 présentations résumées sous forme de posters ou de communication orale. Et donc ça permet cette année, donc notamment il y avait des communications sur les infections à Staphylococcus argenteus, à Elcococcus kunsi, et puis à Capnocytophaga calimorsus. Voilà, et donc en conclusion, donc on a un réseau de collaboratifs dont on pense qu'il est fonctionnel, en tout cas il fonctionne, il ne s'est pas arrêté pendant la pandémie de SARS-CoV-2, hein, donc fondé encore une fois sur les laboratoires, avec des résultats qui sont échangés et qui sont communiqués à l'ARS, à Santé publique France, chaque semaine, avec lesquels on collabore activement. Donc ça conduit au développement d'outils innovants. Ça s'est fait par le développement d'outils innovants avec des big data. Ça permet une surveillance la plus exhaustive possible, donc avec les données dont on dispose, avec des alertes en temps réel. Et puis ça nous donne des données réelles et récentes, hein, au fil de l'eau, sur l'incidence et la prévalence des infections et leur évolution. Et donc ça nous permet d'avoir des capacités de décryptage des informations que l'on peut consulter notamment dans les publications scientifiques par exemple, et de priorisation des actions, quelles sont les infections qui sont les plus importantes. Alors il existe un certain nombre d'autres réseaux dans le monde fondés sur des laboratoires, notamment donc au Danemark, en Angleterre, au Pays de Galles ou en Belgique ou en Hollande. Mais donc ce réseau-là est quand même relativement fonctionnel et donc je remercie donc tous les participants donc de cette surveillance épidémiologique donc menée depuis 20 ans et particulièrement depuis 10 ans au sein du réseau Pacasurbe. Voilà. Merci Philippe.